Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les documents de synthèse, le bilan, puis le compte de résultat. Commençons par le bilan. Le bilan peut être comparé à une photographie de l'entreprise à une date donnée. Il est composé de deux parties, le côté droit, le passif, qui représente les ressources de l'entreprise ou l'origine des fonds. Le côté gauche, l'actif, appelé aussi les emplois, qui représente l'utilisation des mêmes fonds de l'entreprise. Dans la mesure où il s'agit des fonds de l'entreprise analysés comme ressources puis comme emploi, actifs et passifs sont toujours égaux. On retrouve à l'actif deux grandes masses, l'actif immobilisé, l'actif circulant, et au passif trois grandes masses, les capitaux propres, les provisions pour risques et charges, et les dettes. L'actif immobilisé est composé lui-même de trois grandes sous-parties, les immobilisations incorporelles, puis les immobilisations corporelles et enfin les immobilisations financières. Étudions de plus près le passif du bilan. Les capitaux propres sont composés, premièrement, du capital. Le capital représente les apports qui ont été effectués par les associés dans une SARL ou une EURL, ou par les actionnaires, notamment dans une SA ou SAS. Le capital est ainsi composé de parts sociales dans une SARL ou d'actions dans une société anonyme. Ce capital peut avoir un montant minimum fixé par la loi, notamment dans le cas d'une société anonyme. Deuxième poste, les réserves. Certaines réserves sont fixées par la loi comme la réserve légale, d'autres sont prévues par les statuts, notamment la réserve statutaire. Les réserves proviennent des bénéfices antérieurs et constituent une possibilité d'autofinancement pour l'entreprise. Troisième poste, le résultat de l'exercice, qui peut être un bénéfice ou une perte. Celui-ci est la synthèse du compte de résultat. Enfin, les provisions pour risques et charges correspondent à des risques ou à des charges probables, mais dont la réalisation est incertaine. Elles permettent aussi d'étaler des charges sur plusieurs années, comme par exemple la réparation de la toiture du bâtiment. Plusieurs formes juridiques différentes s'offrent à l'entreprise, avec des conséquences en matière de nombre d'associés, de capital minimum à réunir et de responsabilité. L'entrepreneur peut choisir l'entreprise individuelle dans laquelle aucun capital minimum n'est requis, mais sa responsabilité est illimitée, dans la mesure où il y a confusion entre patrimoine privé et patrimoine professionnel. Pour limiter sa responsabilité, il est possible d'opter pour une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dans laquelle un seul associé suffit, ou une SARL, sachant qu'au maximum, on peut monter jusqu'à 100 associés. Aucun capital minimum n'est requis, l'entreprise sera dirigée par un gérant. On peut également opter pour la société anonyme, cette fois 7 actionnaires minimum sont nécessaires avec un capital de 37 000 €. Ou bien pour une SAS ou une SAS unipersonnelle, avec donc un associé au minimum. Dans ce cas, aucun capital minimum n'est requis. À noter que toutes ces formes juridiques entraînent des conséquences différentes quant à la fiscalité du résultat de l'entreprise. Poursuivons l'étude du passif du bilan. On retrouve dans les dettes financières avec notamment les emprunts obligataires. Ces emprunts, contrairement aux emprunts bancaires, ont été émis sur les marchés financiers. On retrouve également les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit. Deuxième grand poste, les dettes d'exploitation, c'est-à-dire liées à l'activité courante de l'entreprise. On y retrouve les dettes vis-à-vis de ses fournisseurs, les dettes vis-à-vis de la sécurité sociale et de l'État. Dette fiscale, c'est la TVA. Dette sociale, les cotisations sur les bulletins de salaire. Les dettes fiscales, sociales et les dettes vis-à-vis des fournisseurs sont à considérer comme des ressources pour l'entreprise, dans la mesure où il existe un décalage entre la naissance de la dette et son paiement. Troisième grande rubrique, les dettes diverses, dans lesquelles on retrouve les dettes sur les achats d'immobilisation et les dettes fiscales liées notamment à l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les bénéfices en France est au taux de 33,1%.
Étudions maintenant l'actif du bilan. Le premier grand poste, l'actif immobilisé. On retrouve les trois groupes d'actifs immobilisés, notamment les immobilisations incorporelles ou immatérielles. On peut citer par exemple le fonds de commerce pour un artisan, boulanger, pâtissier, les immobilisations corporelles avec le terrain, construction, et les immobilisations financières qui correspondent notamment à l'acquisition de titres sur d'autres sociétés. On retrouve trois colonnes à l'actif du bilan. La colonne brute qui traduit la valeur d'acquisition des différents biens. La colonne amortissement et provision, sachant que l'amortissement correspond à une perte de valeur des différents biens de fait de l'usage du temps. Et par différence, on retrouve donc le net. Deuxième partie de l'actif avec l'actif circulant, composé des stocks et en cours, notamment de matières premières, de biens et services, de marchandises, des créances d'exploitation vis-à-vis notamment des clients, des valeurs mobilières de placement qui sont des titres gérés à court terme et des disponibilités, c'est-à-dire l'argent dans la banque et dans la caisse. Pour expliquer le 21 000 dans la troisième colonne, il s'agit cette fois-ci d'une provision, c'est-à-dire l'estimation d'une perte de valeur probable sur un client litigieux. Pour résumer, on peut dresser un bilan schématique. Le bilan est donc composé de deux grandes parties, le passif, les ressources, composées elles-mêmes des capitaux propres et des dettes, et de l'actif, les emplois, composés eux-mêmes de l'actif immobilisé et de l'actif circulant. Bien sûr, actif égale passif. Étudions maintenant le deuxième document de synthèse, le compte de résultat. À la différence du bilan, le compte de résultat n'a une durée de vie que d'une seule année. Il traduit l'ensemble des produits et des charges qui ont été constatés au cours de l'exercice comptable et il est remis à zéro à la fin de chaque année. On y retrouve deux parties. Côté gauche, les charges exprimées hors taxes et ici en milliers d'euros. Et côté droit, les produits exprimés également hors taxes. Ceci est logique dans la mesure où la TVA n'est jamais ni une charge ni un produit pour l'entreprise. Elle est donc neutre sur son activité. Le côté gauche du compte de résultat prend le nom de débit. Les charges sont portées au débit du compte, alors que le côté droit s'appelle le crédit. Tous les produits sont portés hors taxe au crédit du compte. On retrouve trois grandes sous-rubriques, charges et produits liés à l'exploitation courante, charges et produits financiers, et enfin, charges et produits exceptionnels. La différence entre les produits et les charges va faire apparaître soit un bénéfice, soit une perte pour l'entreprise. Entrons dans le détail des charges en commençant par les charges d'exploitation. On y retrouve 5 grandes rubriques, notamment le coût d'achat des marchandises vendues, qui signifie la valeur des marchandises qui ont vraiment été consommées dans la période, soit les achats de marchandises, plus ou moins la variation de stock. Deuxième groupe, les consommations de l'exercice en provenance des tiers. Il s'agit là de toutes les factures qui ont été payées à divers fournisseurs. Troisième groupe, les impôts, taxes et versements assimilés, comme la taxe sur les salaires, la contribution économique territoriale, les charges de personnel qui comprennent les salaires nets et les charges sociales, et enfin les dotations aux amortissements et aux provisions de l'exercice en cours. On retrouve ensuite les charges financières avec notamment les dotations aux provisions et les intérêts des emprunts, les charges exceptionnelles avec, dans le cas de la revente d'une immobilisation, la valeur comptable de l'élément de l'actif cédé, l'impôt sur les bénéfices et, si l'entreprise a réalisé un bénéfice, on retrouve cette valeur du côté des charges pour l'équilibre du document. On a ici pour nous les 20 800 € que l'on retrouvait également dans le bilan. Regardons maintenant les produits. On y retrouve par symétrie les produits d'exploitation liés à l'activité courante de l'entreprise. Ils sont composés des ventes de marchandises, des ventes de produits, des ventes de prestations-services, et l'ensemble constitue donc le chiffre d'affaires de l'entreprise. L'entreprise peut également se produire pour elle-même des biens. On parle de production immobilisée. On retrouve
également des produits financiers qui sont liés aux intérêts des placements, aux dividendes qu'elle a pu recevoir, et des produits exceptionnels qui peuvent être liés à des pénalités reçues pour retard de paiement ou des dégrèvements d'impôts, et enfin les produits de cession d'éléments d'actifs qui correspondent à la valeur de revente d'une ancienne immobilisation. Si l'entreprise a réalisé une perte, la valeur de la perte figurera du côté des produits à nouveau pour équilibrer ce document. En synthèse, la structure d'un compte de résultat est la suivante. Un tableau avec deux parties, le côté gauche les charges, avec les charges d'exploitation financière et exceptionnelles, par symétrie le côté droit les produits d'exploitation financiers et exceptionnels. Deux cas de figure, si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise a réalisé un bénéfice, et si les charges sont supérieures aux produits, il s'agit d'une perte pour cet exercice. Cette version courte va s'arrêter là. Dans un prochain tutoriel, je vous présenterai deux parties supplémentaires. L'enregistrement des flux comptables et l'établissement du compte de résultat et du bilan à partir de la balance. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon entraînement, les liens habituels donc pour me contacter directement sur l'Académie de Nantes, le blog à disposition avec de nombreux QCM en ligne et les deux chaînes YouTube, une pour la gestion et une pour l'économie.